Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition des Balados de la Boussole. Je suis Jean-Jacques Rosemont et je serai votre animateur. Je suis psychothérapeute et intervenant à la Boussole, qui est un programme du CAP offert au Collège La Cité. Le Collège La Cité est le plus grand collège francophone de l'Ontario et la Boussole est le centre d'accommodement, d'appui et de counseling pour les étudiants. Je vous rappelle que les Balados de la Boussole sont diffusés à tous les vendredis. Comme invité, j'aurai avec moi des professionnels avec qui nous allons discuter de différents thèmes reliés à la santé mentale. Le thème de notre balado d'aujourd'hui va porter sur le bonheur et sur son impact sur notre santé mentale. Et pour en parler, j'ai avec moi ma collègue qui travaille à la Boussole, psychothérapeute et candidate au doctorat de l'Université de Saint-Paul, Jacqueline Saint-Laurent. Allô Jacqueline, Allô Jean-Jacques, comment ça va? ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Tout d'abord, je voulais te remercier d'avoir voulu participer à notre balado d'aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et aujourd'hui, on va parler du bonheur. Mhm, Et du bonheur et comment est-ce que c'est relié ou ça peut aider notre santé mentale. mhm, Euh, donc, tout d'abord, j'aimerais un petit peu introduire ce thème parce que le bonheur est un thème qu'on a beaucoup étudié, on a écrit sur ça énormément. Il y a beaucoup de philosophes qui ont pensé à ça, des mhm. chercheurs. Donc, et ça fait depuis des siècles et des siècles qu'on en parle. Donc, je pense qu'au début, si pour commencer, si on pourrait définir un petit peu c'est quoi le bonheur avant de pouvoir aller davantage sur ce sujet. Oui, puis Jean-Jacques, tu amènes vraiment un bon point. Justement, le bonheur, c'est un concept qui est très complexe dans sa nature et puis ça part pas d'hier. Alors, on a des scientifiques, on a des psychologues, on a les philosophes qui ont tous essayé de leur propre façon à définir c'est quoi le bonheur. La définition que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est une définition qui est plus inspirée de la psychologie positive, du modèle PARMA de Martin Seligman. Puis que c'est pas sa définition, mais c'est un peu, j'ai pris un peu tous les morceaux pour en créer une définition. Mhm. Alors, la voici. Le bonheur désigne un état durable qui se relie au concept d'atteindre un état d'esprit en paix et comblé, un sentiment que nous cultivons à long terme, contrairement au plaisir qui est situationnel et de courte durée. C'est une définition que moi, personnellement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la notion d'avoir un esprit en paix et être comblé. Alors, est-ce que on peut vous demander, est-ce que vous vous sentez en paix? Est-ce que votre esprit est en paix et est-ce que vous vous sentez comblé? Je peux dire présentement oui à ce moment, mais c'est une bonne définition. Est-ce que si on pourrait un petit peu la rendre un petit peu plus concrète, parce qu'il y a beaucoup de thèmes, tu parles d'esprit comblé, comment est-ce qu'on pourrait rendre ça un petit peu plus terre à terre? Si on parle du bonheur, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler euh, pour monsieur, madame, tout le monde? Ben, il n'existe pas une recette de bonheur. Chaque personne va avoir leur propre définition. C'est quoi le bonheur, dépendamment leur environnement, comment ils ont été élevés, éduqués, de leurs croyances, de leurs valeurs. Ça va faire partie de leur définition du bonheur. Alors, pour chaque personne, moi, je dirais en allant de simplement se demander, mais qu'est-ce qui me rend heureux? Hein? Et faire la différence entre ce qui me rend heureux, ce qui me donne du plaisir, par exemple, parce que c'est deux choses qu'on retrouve dans la définition du bonheur, mais c'est quand même distingué. C'est un bon point que tu amènes parce que souvent on parle de bonheur et plaisir comme des synonymes. Ce qui me donne du plaisir pour certaines personnes, c'est ce qui me donne du bonheur. Donc, Mhm. est-ce qu'il y a une distinction entre les deux ou est-ce que c'est la même chose?
Non, il y a une distinction à faire entre bonheur et plaisir, mais la notion de plaisir se retrouve dans le bonheur. Parce que quand on se sent bien, on est comblé, on a aussi du plaisir, hein? Mhm. Alors, quand on parle de plaisir, on fait beaucoup référence à une émotion passagère et qui est situationnelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une date d'expiration au plaisir et ça prend un stimuli externe. Par exemple, j'ai beaucoup de plaisir, je vais avoir beaucoup de plaisir à manger un biscuit au chocolat, hein, puis mon plaisir va durer pour peut-être quelques minutes, 30 minutes, peut-être 1 heure si je suis vraiment une fan de chocolat, mais par la suite, mon plaisir va s'atténuer. Alors, il faut que je dois aller chercher un autre stimuli externe pour aller chercher cette notion-là de plaisir. Alors que le bonheur, c'est un état d'être qui est à long terme et qui perdure. C'est un sentiment qui est apaisant, c'est un sentiment de plénitude. Hein? Alors, c'est vraiment à long terme, tandis que le plaisir, c'est vraiment de courte durée. Et je pense que c'est une des premières choses que tu avais donné dans ta définition. Tu avais dit que c'était un état durable, si je ne me trompe pas. Mhm. Et donc, tandis que le plaisir, c'est plus courte durée, quelque chose de courte durée. Oui, c'est courte durée, mais on retrouve quand même la notion de plaisir dans la définition du bonheur. Mhm. J'encourage vraiment les gens qui veulent en connaître plus ou qui, tu sais, possiblement qui sont même jamais demandé cette question-là, est-ce que je suis heureux? Mhm. Ils peuvent aller lire un philosophe que j'aime bien, qui est Spinoza, qui a beaucoup travaillé cette question-là, et un Français, Frédéric Lenoir qui a écrit plusieurs livres et que vous pouvez aussi retrouver sur YouTube. Euh, c'est quand même intéressant comment ils déconstruisent la notion du bonheur. Et tu faisais aussi référence à cette notion de interne versus externe. Est-ce que tu peux en discuter plus quand tu dis un vient de plus l'externe, un vient de plus à l'intérieur de soi? Oui, alors quand on décortique bonheur et plaisir, hein, j'ai parlé d'un stimuli externe, ça prend Mhm. un événement déclencheur de l'extérieur. Alors, de l'extérieur, c'est que c'est extérieur à soi-même. Je m'en vais au magasin, je vais m'acheter une paire de chaussures, par exemple, hein, où on va souvent entendre la phrase Ah, si seulement j'avais ma Mercedes-Benz, je serais plus heureux. Si seulement j'avais un A+ sur mon examen, je serais plus heureux. Mais il faut vraiment se demander, ça, c'est tous des facteurs externes, c'est des stimuli externes. Alors, il faut vraiment se demander, est-ce qu'avoir toutes ces choses-là va nous rendre heureux à long terme? Ça veut dire nous atteindre le bonheur. Mhm. Ça, c'est des stimuli externes. Quand on parle du bonheur, c'est pour ça que j'aime la notion d'avoir l'esprit en paix. Ça te revient, ça t'appartient. Là, on rentre à l'intérieur de soi-même. Frédéric Lenoir l'exprime très bien quand il dit atteindre le bonheur est le fruit d'un travail intérieur profond, un travail sur soi. Mhm. Donc, c'est ça, comme tu prenais l'exemple tout à l'heure de ton biscuit au chocolat, qui est l'externe, extérieur, qui te donne du plaisir, versus un travail personnel que tu cultives euh, pour atteindre un état durable, pour le Mhm. bonheur. Donc, c'est intéressant parce que, tu vois, dans notre société, comme je disais tout à l'heure, on confond les deux et des fois, il y a beaucoup euh, de mythes peut-être à propos de ce qui nous rend heureux, ce qui nous donne du plaisir et comment les deux sont un petit peu interreliés. Qu'est-ce que tu as à dire à propos de comment la société un petit peu a une vision spécifique sur c'est quoi le bonheur et le plaisir? Oui, mais si on regarde un peu l'évolution du mot bonheur en Antiquité grecque, ça faisait référence au plaisir. Et puis maintenant, on s'oriente vers un modèle de réussite sociale pour définir est-ce qu'on est heureux ou non. Alors, dans ce modèle de réussite sociale-là, par exemple, on va avoir
la notion de, ben, il faut avoir la grosse maison, la grosse voiture, le gros salaire, par exemple. Puis tous ces éléments-là vont nous rendre heureux, même, tu sais, avoir 3 ou 4 enfants et que les gens qui n'ont pas d'enfants, par exemple, ne peuvent pas être heureux non plus. On voit avec différentes recherches, comme les recherches qui ont été menées avec et au Canada qui gagnent la loterie, par exemple, avec les TED Talks de Dan Gilbert, par exemple, de Martin Seligman, qui a beaucoup parlé de la question de la psychologie positive puis atteindre le bonheur, ben, ce sont des mythes. C'est pas tout avoir ces choses-là qui fait encore référence à des stimuli externes, à des événements externes qui vont nous rendre heureux à long terme. Alors, dire que ben, avoir des enfants nous rend plus heureux, c'est pas la réalité pour tout le monde. Les gens qui n'ont pas d'enfants peuvent être heureux aussi, par exemple. Avoir le salaire de 100 000 par année, 200 000 par année, on va souvent entendre la phrase l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça aide. Et puis, je suis d'accord avec cette phrase-là parce que ça fait aussi référence à la pyramide de Maslow, par exemple, aux besoins, à nos besoins de base, nos besoins essentiels. OK. Très intéressant. On va venir à la pyramide de Maslow et de nos besoins, je pense, parce que c'est quand même relié à cette notion du bonheur. Donc, pour résumer, c'est ça. Donc, d'après ce que tu dis et d'après ce que je vois, je pense qu'on voit tout ça. On vit dans une société dans laquelle le bonheur on essaie d'atteindre le bonheur avec le bien matériel. Comme tu dis, avoir un meilleur salaire, avoir une meilleure maison, une meilleure voiture. Et tout ça, selon ta définition, ça n'aide pas au bonheur, mais ça va donner du plaisir qui est court terme, comparé au bonheur qui est plus, comme tu disais, quelque chose qu'on doit cultiver de façon interne. Oui, parce qu'on se sépare de notre soi, de qui nous sommes, parce qu'on est toujours à la quête d'avoir plus. Hein? On a la grosse maison, maintenant on en veut une deuxième. On a une belle voiture, maintenant on veut la prochaine voiture. Alors on est à la course, puis on oublie, puis on se détache un peu de nos valeurs, puis tranquillement de ce qui est vraiment important et de qui nous sommes à l'intérieur. Tu sais, par exemple, oui, tu peux avoir le salaire de 200 000, mais si tu ne te sens pas bien dans ton environnement de travail, tu sais, là, il y a un contre-alignement entre tes valeurs et ton sentiment de paix à l'intérieur, justement, et tu sais, avoir tout cet argent-là. Alors, il faut vraiment se poser la question, mais c'est quoi le plus important? Et de revenir à nos ressources et à nos racines qui sont à l'intérieur de nous. Très intéressant, cette notion, comme tu dis, de en vouloir toujours plus. Et oui, ça nous donne du plaisir, mais en regardant un petit peu ta définition, c'est pas un état d'esprit en paix, parce que cette notion de je veux toujours plus, ça crée une insatisfaction et une pression, peut-être même, ce qui peut causer amener un petit peu peut-être du stress ou de l'anxiété à long terme. Donc, oui, puis là, c'est là où on voit que ça l'impact que ça peut avoir sur notre santé mentale. Le stress, l'anxiété, en voir toujours plus. Puis on sait que le plus d'argent qu'on fait, le plus qu'on va aussi avoir tendance à dépenser et acheter plus également. Alors, c'est comme un cercle vicieux qu'on se retrouve là-dedans, puis c'est difficile à s'en sortir. Puis tout le thème du bonheur, hein, de cette plénitude-là, puis de l'esprit en paix, bien, il est mis de côté. Parfait. Et ça m'emmène en même temps à un autre point que je voulais parler avec toi. Et on a commencé à discuter de ça, le bonheur et la santé mentale. Donc, ma question était pour toi, pourquoi est-ce qu'il est important de parler du bonheur? On a un petit peu défini un petit peu c'est quoi et qu'est-ce que ce n'est pas. Donc, maintenant, pourquoi est-ce que c'est important de parler? On parlait un petit peu des besoins de base, des besoins essentiels à tout être humain, la pyramide de Maslow. Donc, si tu pouvais un petit peu en parler davantage sur ça. Oui, mais premièrement, je pense que
l'être humain est autant complexe que la poursuite du bonheur et toutes les recherches qui ont été faites sur le bonheur. On est des êtres humains qui a besoin de connexion, qui a besoin de se réaliser, qui veut se réaliser. On est des êtres humains qui travaillent bien. Quand on a un sentiment d'appartenance, on a un sentiment qu'on fait partie d'une communauté. Puis ces éléments-là sont dans la pyramide de Maslow. Parler du bonheur, c'est pas juste a feel-good moment. Hein? C'est juste se sentir bien dans le moment présent puis avoir le plaisir. Ça va au-delà. C'est pour notre santé mentale, c'est pour notre santé physique. À trouver cette quête-là de qui on est, de notre identité, ça nous permet de développer de la patience, de l'empathie, de la compassion envers nous-mêmes et les autres. Aussi, ça va nous permettre d'être plus productifs parce que là, on sent qu'on contribue, puis qu'on a une mission, qu'on a une valeur et qu'on fait quelque chose dans notre vie. Et imagine-toi donc, ça peut même nous rendre plus gentils. Ah oui. Ah, ben oui. Fait que le bonheur pour notre santé mentale, ça porte beaucoup de fruits, autant pour nous que pour notre prochain. Et justement, bon, pour ceux qui ne sont pas trop au courant, la pyramide de Maslow, c'est une pyramide qui a été effectuée par Maslow qui donnait une indication des besoins essentiels en partant en bas la base des besoins primaires physiologiques. Et plus ça augmente, plus ça va, on parle des besoins comme l'appartenance, des besoins de relation. Donc, est-ce que tu peux nous donner, par exemple, si on parle des différents besoins, comment est-ce que chaque besoin est relié à cette notion ou ce concept du bonheur? Oui. Alors, on sait que dans certaines cultures, le concept du bonheur n'existe même pas, hein? Puis chaque personne va le définir différemment. Ça peut être pour les gens, c'est plus en spiritualité, etc., ou atteindre le nirvana. Mais dans le concept du bonheur, il y a vraiment cette quête de sens et d'accomplissement. OK? Mais quand on regarde la pyramide de Maslow, qui est le premier besoin, c'est le besoin physiologique. Ça, c'est nos besoins de base, de manger, de dormir. Si on n'a pas ces besoins-là, mais on parle même pas du bonheur ici. Mais malgré qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ne réussissent pas à passer au deuxième besoin, qui est le besoin de sécurité, c'est à se demander pour les gens qui sont dans le premier besoin, hein, qui ne mangent pas tous les jours, qui dorment dans la rue, est-ce qu'on parle vraiment de bonheur ou est-ce qu'on parle de résilience? Ça, c'est tout un autre concept qu'on pourrait débattre un autre jour. Oui. Mais si on passe au deuxième, qui est le besoin de sécurité, hein, diminuer le stress et l'anxiété, par exemple. On a parlé un peu avec le concept du bonheur. Plus qu'on fait, plus qu'on veut, plus que ça augmente notre anxiété. Mais là, oui, là, on vient on se retrouve dans le besoin de sécurité, des émotions positives que je parlais un peu plus tard. Hein? Là, on se pose beaucoup de questions. Notre estime, notre confiance peut prendre un coup quand on réussit pas justement à atteindre nos buts et nos objectifs. Quand on passe au troisième besoin, qui est le besoin d'appartenance, mais on le voit aussi dans le concept du bonheur, hein, nos relations. Est-ce que c'est des relations de qualité ou est-ce qu'on a des relations toxiques? Comment est-ce qu'on contribue à nos relations et comment est-ce que les gens, notre environnement qui nous entoure contribuent à notre bien-être et à notre bonheur, par exemple. Et le quatrième besoin, qui est le besoin d'estime. Hein? Ici, on fait vraiment référence à le sens qu'on apporte à notre vie. On fait référence à notre quête de sens, qui nous sommes, pourquoi on y a été mis sur la terre, c'est quoi nos buts, nos objectifs, est-ce qu'on se sent accompli, est-ce qu'on contribue à notre société, est-ce qu'on a une mission qui est plus que nous-mêmes, notre petite personne, de ce que nous, on veut. Et tout ceci reflète aussi le dernier besoin qui est le sentiment d'accomplissement. Est-ce que ça fait du sens tout ce que je dis?
Oui, tout à fait. Tu vois, j'étais en train de penser pendant que tu parlais des besoins et comment est-ce que les besoins, besoin d'appartenance, besoin d'estime de soi, besoin de s'accomplir, tout ça, ce sont des facteurs qui aident au bonheur, des facteurs qui sont très reliés, interreliés au bonheur. Et j'imagine que, parce que tu vas nous parler un petit peu des outils qu'on peut utiliser pour cultiver ou pour maintenir ou arriver au bonheur. Donc j'imagine que ce sont des outils qui sont un petit peu interreliés avec nos besoins, euh, Oui, comme tu viens de dire. oui, absolument, hein. Le concept du bonheur, c'est tout de trouver euh, un équilibre, hein, un sentiment qu'on est équilibré dans nos différents besoins, dans nos différentes dimensions émotionnelles, physiques, spirituelles, intellectuelles, et etc. Alors, j'aimerais vraiment prendre le temps de dire que le bonheur, c'est pas ne pas ressentir des émotions négatives. Mhm. Hein? C'est de savoir, c'est d'apprendre à comment les gérer, puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se sent en colère ou qu'on est triste, et qu'est-ce qu'on fait avec cette émotion-là d'une façon plus positive. Parce que la définition du bonheur, on est des êtres humains, on va avoir plein d'émotions. Okay? Alors moi, ce que je vais faire avec vous, c'est vraiment vous présenter des outils pour améliorer votre qualité de vie, pour justement que vous soyez un peu plus proche à atteindre ce sentiment-là de paix et de plénitude. Mhm. Et ce modèle PERMA de Martin Seligman, qui présente 5 critères justement pour sa qualité de vie et être plus heureux. Puis nous permettent aussi d'avoir une vie un peu plus équilibrée. Alors, il y a des facteurs externes et des facteurs internes qu'on mentionnait tantôt. Mhm. Alors, le modèle PARMA, c'est PERMA, littéralement, et chaque lettre symbolise quelque chose. Alors, le P symbolise les émotions positives, le E, c'est l'engagement, le R, c'est pour les relations, le M, c'est pour le sens qu'on donne à notre vie, alors meaning en anglais, et le A, c'est pour nos accomplissements. Alors, on va prendre le temps de décortiquer et puis je vais vous donner quelques outils qui pourraient vous aider, mais en même temps, ce modèle ici, je vous invite à le pratiquer puis le changer à votre propre couleur. OK? Donc, C'est pas écrit dans le béton tout ce que je vais dire, là. Vous pouvez le transformer, puis peut-être que vous avez déjà d'autres outils que vous utilisez qui fonctionnent déjà très bien. donc ça, tout ça, les cinq facteurs que tu vas les cinq facteurs que tu vas nous présenter, ou les cinq critères que tu vas nous présenter, ce sont des critères, comme tu disais, pour nous aider à améliorer notre qualité de vie et cultiver le bonheur. C'est bien ça? C'est ça. Parfait. OK. Alors, on va commencer avec le premier qui est le P pour les émotions positives. Hein? La capacité à être positif et à voir le monde avec une perspective positive. Peut-être que vous allez vous retrouver là-dedans, que peut-être vous êtes des gens qui ont plus tendance à voir le monde d'une façon plus pessimiste ou être négatif, ou dans des situations difficiles, mais on voit le négatif, puis c'est difficile de voir la lumière ou même un élément positif. OK? Ça revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure que c'est pas être- cultiver le bonheur, c'est pas nécessairement ne pas ressentir les émotions négatives. C'est ça. C'est apprendre à les gérer. Donc, apprendre à gérer tout ce qui va venir, toutes les émotions qu'on va ressentir. Euh, donc, ça fait référence un petit peu à ça, c'est bien ça? Exactement. Mhm. Alors, pour les émotions positives, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de trouver une pensée positive chaque jour, par exemple. Avec la technologie aujourd'hui, il y a plein de beaux petits quotes, de messages, des livres, Mhm. les 365 méditations sur le bonheur, par exemple. Hein? Alors, vous Ok. prenez une pensée qui vous parle par jour. Et sur Facebook, on les voit, les gens qui mettent des pensées
positives, là, ou des beaux messages. Vous pouvez prendre ce message-là, mettez-le dans votre salle de bain, collez-le sur votre mur en quelque part. Partagez-les avec quelqu'un. Répétez-vous cette phrase-là dans votre tête, par exemple. Et ça va activer votre cerveau, justement, à commencer à penser un peu plus positivement que négativement. Puis, en faisant ça, ça va aussi vous aider à travailler votre stress et votre anxiété. Hein? C'est comme une façon de s'auto-apaiser un peu, là. OK? Donner une pensée positive, comme j'ai mentionné, à quelqu'un d'autre. Utilisez vos forces. C'est quoi vos forces? Est-ce que vous connaissez vos forces? Comment est-ce qu'on peut utiliser nos forces d'une façon positive, justement, pour nous aider? Hein? Là, on est dans la pandémie. C'est le temps de sortir de la créativité et de trouver des moyens comment on peut s'aider, mais aider les autres aussi. Fait que ça, c'est pour les pensées positives. Si on passe au suivant, qui est le E pour engagement. L'engagement, ça veut dire trouver des activités qui demandent notre attention et notre engagement pleinement. Hein? Ici, on fait un peu référence à la pleine conscience, toute l'approche concernant la méditation, prendre du temps pour soi, faire des choses qu'on apprécie. Il y a plusieurs personnes d'entre nous, on fait plein de choses qu'on ne veut pas faire. Il y a même des gens qui sont dans des métiers qu'ils détestent, hein? Mais c'est certain que ça va être plus difficile à cultiver le bonheur. Alors, trouvez des activités qui vous absorbent dans le moment présent. Alors, demandez-vous, faites une liste. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous passionne? Faites une liste de vos valeurs. Est-ce que ce que vous faites en ce moment est en lien avec vos valeurs? Ou est-ce qu'il y a un mésalignement en ce moment? Très intéressant, parce que souvent, justement, on voit des personnes qui travaillent ou qui font des choses qui ne sont pas nécessairement des choses qu'ils aiment faire ou qu'ils apprécient, mais qui sont des fois, ils ont commencé à le faire et puis bon, ça devient une routine ou une habitude. Donc, c'est très intéressant ce que tu dis, de faire une liste de ce qu'on aime faire, de nos valeurs, et à partir de cette liste-là, trouver des choses qu'on pourrait faire, qui vont dans ce Oui, sens-là. parce que nos valeurs puis nos forces vont ensemble. Hein? Avoir des valeurs, c'est des forces également. Le troisième, c'est concernant nos relations. On a parlé un peu là, tout au long de la présentation. Est-ce qu'on a des relations de qualité ou est-ce qu'on a des relations qui sont toxiques? Hein? Je pense qu'on s'est tous retrouvés dans des situations où on doit vraiment se poser des questions. Est-ce que je continue cette relation ici ou est-ce que je mets terme à cette relation ici? Donc, avoir des relations saines. Exactement. Les relations sont des aspects les plus importants de la vie. On est des êtres qui ont besoin de connexion. OK? Et ça vient avec, en même temps, ça vient rejoindre le besoin de la pyramide de Maslow qui parle du besoin d'appartenance. Notre besoin Exactement. de rentrer en interaction, en contact avec les autres personnes. C'est un besoin fondamental pour nous en tant qu'être humain. Oui. Puis je dirais aussi un besoin d'estime de soi, parce que si on a des relations saines, de qualité, mais ces gens-là vont nous aider, vont nous pousser, vont nous aider à renforcer nos valeurs. Hein? Alors, demandez-vous la question, qu'est-ce que vous apportez dans vos relations? C'est quoi votre contribution? Puis, qu'est-ce que vos relations vous apportent? Comment est-ce que votre environnement, les gens qui vous entourent, contribuent à votre bien-être? Puis, vous pouvez le faire aussi avec votre milieu du travail. Qu'est-ce que votre travail vous apporte? Et qu'est-ce que vous apportez à votre travail? Est-ce que vous vous sentez reconnu dans votre travail? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre travail? Est-ce que vos relations au travail sont saines, par exemple? Hein? C'est toutes des questions c'est des grosses questions, il faut prendre le temps d'y réfléchir, mais elles sont extrêmement importantes. Oui, tout à fait. Pour passer à la prochaine, le sens, meaning, le sens qu'on attribue à notre vie. OK? Hein? C'est notre utilité. Puis, Jean-Jacques, tu reprenais la pyramide de Maslow. Ça rentre vraiment dans le besoin d'accomplissement, on pourrait dire. Avoir un but et avoir un sens à ce qu'on fait dans la vie aide à vivre une vie de bonheur et d'épanouissement plutôt que la simple recherche de plaisir et de richesse matérielle.
on voit encore cette différence-là entre les ressources internes et les ressources externes. Alors, demandez-vous la question, je suis ici pour faire quoi exactement? Certains vont parler en termes de dons. Mon don, c'est d'écouter, mon don, c'est de guérir, d'enseigner. Vous, D'aider c'est les quoi? gens. D'aider les gens. Vous, c'est quoi votre don? Hein? Vous êtes bon dans quoi? Et c'est là où la liste de vos forces et de vos valeurs devient très, très important. Puis, si vous avez déjà des valeurs, puis vous les pratiquez, puis ça va bien, mais là, poussez votre réflexion en disant, OK, mais c'est quoi les facteurs qui font en sorte que je réussis à enrichir mes valeurs? Si vous n'êtes pas encore rendu là, c'est correct aussi. Il y a toujours de l'espoir. Demandez-vous la même question. Bien, c'est qu'est-ce qui manque en ce moment pour que je puisse vraiment mettre mes valeurs en action? Hein, c'est quoi les facteurs qui font en sorte que je suis un peu bloquée en ce moment, par exemple? Et c'est comme tu dis, ça vient répondre à un besoin intérieur, un besoin, Exact. comme on parlait de la pyramide de Maslow, un besoin de s'accomplir. Et ça n'a rien à voir ou très peu à voir avec le, le mieux matériel. On en a avoir de plus en plus. Donc, il y a vraiment une distinction de ça. Et je pense que pour revenir à ce qu'on disait avant, on ne met pas assez de valeur sur ça. Oui, on ne met pas assez de valeur sur nous-mêmes, hein, sur ce qui nous appartient, sur notre soi. Parce qu'on entend la phrase j'ai ma maison, j'ai tout, mais je ne suis pas heureux. Il y a quelque chose qui manque dans ma vie. Hein? Fait que oui, 200 000, c'est le fun, mais est-ce qu'on se sent, on peut se sentir malheureux quand même avec tout cet argent-là, tout ce matériel-là, par exemple. Et ça revient au dernier point qu'on a beaucoup parlé et qu'on retrouve aussi dans la pyramide de Maslow, qui est le besoin d'accomplissement. C'est créer des objectifs, viser un but spécifique et l'atteindre, peut donner un sens d'accomplissement. Nos réalisations nous aident à nous développer et à prospérer et aussi à aider les autres. Ça fait un effet boule de neige. Tu travailles sur toi-même et ça te permet d'aider les autres et de donner aux autres. Alors, tu contribues au bien-être global de la société. Une des choses que je viens de demander quand ça vient aux accomplissements, c'est est-ce que vous célébrez vos accomplissements, mais encore le plus important, est-ce que vous célébrez vos efforts? Ah, très intéressant. Parce que c'est autant l'effort qu'on va mettre dans quelque chose est autant important que le résultat final. Parce que ça nous permet de vraiment voir tout le cheminement qu'on a accompli. Moi, je te dirais le plus souvent, quand j'ai des clients, c'est pas quelque chose sur laquelle on met de l'emphase, sur nos efforts. On met de l'emphase surtout sur le résultat. Est-ce que j'ai réussi ou est-ce que j'ai échoué? Et l'effort, on en prend compte seulement peut-être si on a réussi. Oui, puis là encore, hein, on regarde le résultat qui est extérieur à nous-mêmes. Mais tout l'effort, ça, c'est intérieur. Ça, c'est nous qui avons mis cet effort-là. Alors, pourquoi pas célébrer les efforts qu'on met pour atteindre nos objectifs et nos buts? Puis un outil que j'aimerais partager pour ça, c'est l'objectif SMART, S-M-A-R-T, qui vous permet à mieux déterminer si les objectifs et les buts que vous mettez en place sont spécifiques, mesurables, est-ce qu'ils sont atteignables, est-ce qu'ils sont réalistes et est-ce qu'ils peuvent être faits dans un temps défini qui est raisonnable aussi. Oui, et pour revenir à ça, oui, l'effort, ça vient répondre à un besoin, à ce besoin d'accomplissement. L'accomplissement est d'estime. C'est ça, j'ai fait quelque chose, même si peut-être j'ai pas eu le résultat que je voulais, mais j'ai réalisé quelque chose, j'ai mis de l'effort. Et si on pouvait peut-être prendre plus conscience de ça et valoriser ça davantage, comme tu dis, ça viendrait avec l'estime, ça augmenterait peut-être notre estime de soi et notre sentiment d'accomplissement. Exactement. Puis on parle beaucoup de bonheur, d'être heureux, mais je vous mets aussi une petite emphase que pour certaines personnes, ça peut être un autre mot.
Hein, ça peut être plus comme dans leur quête spirituelle, par exemple. Je voudrais pas, je voudrais pas enlever cet aspect-là à personne. Eh bien, très, très, très intéressant. Merci beaucoup pour cette discussion, Jacqueline. Je pense que ça va donner à beaucoup de personnes des idées pour continuer à penser à ça, à réfléchir et à voir comment peut-être qu'ils peuvent intégrer ça dans leur vie et à ce qu'ils connaissent déjà. Avant de conclure, comme d'habitude, je demande toujours à mon invité s'ils peuvent donner une ressource pour ceux et celles qui nous écoutent, qui voudraient en savoir plus sur le sujet. Jacqueline, est-ce qu'il y a, je sais que tu en as donné au cours, pendant le balado, mais est-ce qu'il y a un livre, un site internet ou un auteur que tu pourrais suggérer pour en apprendre davantage? Oui, si les gens sont vraiment plus intéressés à en apprendre davantage sur la conception du bonheur, l'Université de Yale a une certification que vous pouvez aller chercher qui s'appelle The Science of Well-Being, justement. Hein, puis ça peut, des recherches qu'ils ont utilisées, puis le cours comme tel vous fait travailler justement sur vous-même. Alors, ça pourrait être intéressant pour les gens qui s'intéressent à ça. Mais je dois aussi me vendre un peu, là. J'ai donné un webinaire sur le bonheur avec la Cité collégiale. Alors, si vous allez sur le site de la Cité, vous allez être capable de trouver le webinaire au complet avec les autres ressources également. Parfait. Merci beaucoup, Jacqueline. Donc, ceci conclut notre balado pour aujourd'hui. J'espère que tout comme moi, vous avez trouvé le thème intéressant ou peut-être même aussi enrichissant. Encore une fois, merci Jacqueline d'avoir participé à notre balado. Merci Jean-Jacques de m'avoir eu sur ton balado. Ça fait plaisir. Je veux aussi remercier ceux et celles à l'écoute. Je suis Jean-Jacques Rosemont, psychothérapeute à la Boussole. Passez une bonne semaine et à la prochaine.